Mais je parle bien, hein. Alors, au nom de Inca Press, au nom de tous les qui participent ici à toutes les soirées littéraires, poétiques, culturelles, je vous dis bonsoir et je vous présente aujourd'hui l'auteur qui va parler de George Orwell et son ami, le capitaine russe du corps expéditionnaire, qui a probablement aurait influencé un petit peu, je ne sais pas de quelle manière, mais et ça, c'est à découvrir en futur. Qu'est-ce qu'il a fait pour que un jour, George Orwell, qui s'appelait à l'époque Eric Blair, qui est d'ailleurs habité dans ce quartier, un petit peu plus loin, plus haut, vers côté la rue de Pot de Fer, il descendait assez souvent vers cette ligne, la ligne de métro, il prenait pour aller travailler dans le 15e arrondissement de Paris. Descendait très probablement cette rue-là. La rue Montagne-Saint-Geneviève. Plus probable. Oui. La plus ancienne de Paris. Il descendait, il venait ici assez souvent, mais de cela va parler l'auteur de ce livre qui s'appelle Duncan Roberts. C'est un Britannique, bilingue, qui parle également en anglais avec un accent très 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 beau, bel accent. Moi, en tout cas, moi j'aime bien l'accent anglais et le français. Voilà. Donc le livre est assez exceptionnel. Pourquoi? Parce que il sort d'abord en français et après, bon, dans quelques mois, il va sortir en anglais. Donc l'écho de ce livre et se propager partout. Il y a des articles assez intéressants qui sont parus dans la presse française. Et donc le livre va sortir. Et puisque ça traite aussi le capitaine russe du corps expéditionnaire, il va vous donner le nom de cette personne, parce que le nom était caché depuis la création du livre dans la Dèche, à Londres et à Paris. Donc, personne ne le savait. Donc c'est l'éditeur qui a demandé l'auteur de changer les noms, les adresses et beaucoup de choses. Donc c'est lorsque un jour j'ai eu un coup de téléphone de Dimitri Vishnegradsky, le petit-fils d'Alexandre Benoît, qui voulait absolument que j'aide Duncan à chercher les lieux, les photos, les documents, etc. Moi, je suis devenu exactement passionné par ce sujet, par cette histoire, par tout ce qu'il y a, et surtout l'enthousiasme de Duncan qui est débordant. C'est très 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 intéressant. Voilà. Donc je vous présente qui connaissent pas colonel Frédéric Guilton, qui est venu aujourd'hui parler de cette époque-là, de l'époque du corps expéditionnaire. Il va vous donner des faits assez intéressants qui n'étaient pas connus sur Mata Hari et son ami, l'officier du corps expéditionnaire, Maslov. Voilà. Donc c'est ça, ces deux personnages. Moi, je juste assure les images pour cette soirée, etc. Mais il y a aussi des livres qui restés ici, quasiment les derniers exemplaires. Le corps expéditionnaire russe en France, à Salonique, qui est le seul ouvrage qui existe jusqu'à aujourd'hui, dans le livre, il a plus de 1000 photos. Et puis le livre de Duncan Roberts, voilà. Donc je connais quelqu'un qui m'a envoyé un extraordinaire message disant que au début j'ai commencé juste à lire et après c'était vraiment passionnant toute l'histoire, pas seulement pour moi mais pour ma mère aussi, etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Je vous confirme. Voilà. Et puis donc le livre, ceux qui sont passionnés par l'anglais, le livre va sortir en anglais et vous saurez être au courant. Voilà.
Je laisse la parole à Duncan Robert. Et petite remarque, c'est un musicien, poète, auteur qui chante, et vous pouvez le voir sur Spotify, partout. Il a combien, 5 disques à ton actif? Au moins. Au moins, voilà. Mais voilà. Merci André. Mais ce soir, j'aime pas trop mélanger les casquettes, donc faut oublier le côté musicien. Donc, mais je suis très content d'être là. Et je voulais juste dire plusieurs choses. Jamais j'aurais pu imaginer que le livre allait m'emmener. Quand j'avais commencé mes recherches sur Orwell et sur sa vie parisienne à la fin des années 20, jamais j'aurais pu imaginer que ça allait m'emmener dans la communauté russe parisienne. C'était vraiment c'est quelque chose que la plupart des Parisiens et des Français à qui je parle à propos de cette histoire, ils ignorent totalement cette histoire. Ils ignorent non seulement malheureusement l'existence de ce qu'on appelait la petite Russie dans le 15e. Donc ça faisait partie, une fois que j'avais terminé mes recherches, ça faisait partie de l'histoire que je voulais raconter. J'avais commencé par vouloir écrire un livre sur Orwell, et j'ai commencé par écrire un livre qui n'est qu'à moitié sur Orwell et qui est à moitié sur les Russes à Paris des années 20 et avant. J'ai l'impression aussi d'avoir été adopté en quelque sorte par les gens, par la communauté russe, justement les gens que j'ai rencontrés. Et c'est là où si je peux me permettre, mon histoire et celui d'Orwell se croisent un petit peu, car lui aussi, c'est exactement ce qui lui est arrivé en arrivant à Paris en 1928. Alors, jamais, je pense que peut-être son premier livre n'existerait pas sans les Russes de Paris, ça c'est sûr. Mais comme c'était son premier livre et qu'il s'est fait connaître avec ça, moi je dis que il n'aurait pas eu de carrière non plus s'il n'avait pas rencontré un Russe en particulier, mais s'il n'avait pas pu vivre, travailler dans les restaurants russes à Paris de l'époque. Et donc je parlerai un peu plus tard de l'influence de sa période. Il a passé que 18 mois à Paris, mais l'influence sur son œuvre ensuite est juste gigantesque, énorme. On peut même dire qu'il n'aurait pas écrit ni 1984, ni La Ferme des animaux. Donc, et aujourd'hui, moi j'ai déjà fait j'ai parlé au moment où le livre est sorti au mois de mars. J'avais parlé un peu dans des librairies à Paris et pour la sortie du livre, pour le lancement. Et là, j'avais un journaliste qui m'a plutôt posé des questions, vraiment avec un rapport très direct avec le livre. Et ce soir, je vais me permettre de faire quelques pérégrinations autour, parce que je pense qu'il y a une ou deux photos, des images que je vais vous montrer qui sont dans le livre. Et pour voir le reste, il va falloir que vous achetiez le livre. C'est très simple. Donc ce soir, je vais faire des petits voyages autour et ça va me permettre de partager aussi quelques trouvailles que j'ai pas pu mettre dans le livre parce qu'il y avait pas la place, il fallait choisir les images. Donc voilà. Et je vais commencer quand même par vous donner un tout petit, comme disent les Français, un petit backstory sur Orwell, pour ceux qui ne savent pas. Ça va pas prendre longtemps, de toute façon. Et donc en 1933, il sort son premier livre qui s'appelle Dans la Dèche à Paris et à Londres. Et un an plus tard, ce livre est traduit en français. Et il change le titre. Ils appellent ça la vache enragée. André, tu veux changer l'image, s'il te plaît? Merci. Voilà. Donc voilà, ça c'est le début de la carrière de George Orwell en France. Un inconnu qui est venu pour écrire. Il dit très clairement au début du livre qu'il est venu à Paris pour apprendre le métier d'écrivain.
Et donc on va faire un petit retour en arrière maintenant, comme dans les films, on rembobine rapidement. André, prochain s'il te plaît. Voilà. Alors, là c'est Monsieur Orwell, mais à cette époque-là, il s'appelait bien sûr George Orwell. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est un nom de plume. Donc là, c'est Eric Arthur Blair. Blair comme l'ancien Premier ministre britannique, mais il n'y a aucun lien familial. Voilà. Et donc là, il est dans une équipe de foot, voilà, à Eton en Angleterre. Et donc c'est l'école vraiment très haut niveau de l'aristocratie, mais lui, il ne venait pas de ce milieu-là. Il était plutôt haute classe moyenne, et il a une bourse pour aller là. Et donc quand il quitte Eton, il ne suit pas le parcours qu'on attendait de lui. Donc normalement, en allant à Eton, normalement on devient le moins, c'est devenir avocat. Les autres rentrent au Parlement, ils deviennent des lords, ils travaillent à la City. Et lui, il décide de contourner tout ça. Ça ne l'intéresse pas. Et il part en Birmanie. Il devient policier pour l'Empire britannique. Alors son père, avant lui, travaillait vendait de l'opium pour l'Empire britannique. C'était légal à ce moment-là. C'était un des officiers d'opium pour l'Empire britannique. Et donc il a un peu suivi la voie de son père. Il est parti loin, en tout cas. Et donc il est resté 5 ans là-bas, en Birmanie. Et il a vraiment pas aimé son expérience. C'était contractuel, il fallait rester 5 ans. Mais ça lui a donné un dégoût de tout ce qui est colonial, de l'idée de l'empire. Et donc ça, on voit assez fortement dans ses œuvres plus tard dans sa vie. Et donc il revient après 5 ans. Il revient en Angleterre pour faire la demande en mariage d'une fille qu'il aimait bien avant de partir, et elle refuse. Et ça il sait pas trop quoi faire, et ça lui force à faire un choix assez inattendu. Il dit à ses parents qu'il va devenir écrivain, et ça les choque profondément. C'est presque comme s'il leur avait dit qu'il allait devenir acteur. C'était juste quelque chose d'inimaginable pour des gens de cette classe-là. Donc il devient écrivain, mais à sa façon. Et c'est très important de garder en tête le fait la façon dont il est devenu écrivain, et la voie qu'il a suivie était très étrange pour l'époque. Et je montre cette image parce que c'était une grande influence à George Orwell. Alors Jack London, en plus en 1903, donc l'année de naissance de Orwell, a sorti ce livre, qui a fait très scandale parce que jamais des gens avaient vécu avec les gens de la rue. Quand Dickens ou d'autres personnes, Voltaire ou je sais pas des gens de plusieurs pays écrivaient des histoires qui se passaient dans la classe ouvrière, ou des gens qui vivaient à la rue, ils n'allaient pas enquêter pour savoir à quoi ressemblait cette vie. Surtout, ils ne vivaient pas avec eux. Et Orwell a décidé de suivre la voie de Jack London. Jack London a vécu avec les gens qui étaient down and out, donc Bangladesh, à Londres. Et Orwell a décidé de faire la même chose. Il a fait semblant d'être un lord parce qu'il pouvait pas cacher son accent. Donc il a fait semblant d'être un lord qui avait tout perdu. Il s'est acheté des vêtements vraiment dégueulasses, et il est parti avec les vagabonds en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre. Ça l'a rendu assez malade. Il y a eu sans doute des répercussions. Il est quand même mort de la tuberculose plus tard dans la vie, et c'est un peu là où ça commence. Donc j'étais où là? Ah oui. Donc ce genre de livre n'existait pas vraiment, et donc il a suivi Jack London. Donc il
il arrive à Paris il part à Paris. André, voilà, il prend la ligne Tilbury-Dunkirk, voilà, qui venait juste d'ouvrir à l'époque, et ça permettait d'arriver à Paris assez facilement. Donc il prenait le ferry. Et le livre qu'il a écrit à Paris, son éditeur avait peur de se faire emmener en tribunal, ce qui était déjà arrivé avec un autre écrivain avant. Il a perdu beaucoup d'argent. C'était Victor Gollancz. Et donc il a obligé à Orwell, une fois qu'il avait écrit son livre, sur sa vie parisienne, mais aussi l'autre moitié, c'était sur ses mois avec les vagabonds en Angleterre. C'était un peu scandaleux, et surtout ce qu'a raconté Orwell de ses expériences dans les restaurants et les hôtels parisiens, où l'hygiène était horrible, et où ce qu'on voyait d'un côté dans la salle, c'était pas du tout ce qu'il y avait en cuisine. C'était deux mondes très très séparés. Et donc Orwell a décrit tout ça. Et donc son éditeur britannique avait peur de diffamation. Et donc il oblige Orwell à changer tous les noms de toutes les personnes avec qui il a traîné à Paris et à Londres aussi, et toutes les adresses des restaurants, des hôtels. Et il l'a jamais dit à personne. Voilà. Vraiment, il y a aucune trace nulle part. Les biographes de Orwell, il y a plusieurs biographies. Si vous cherchez, c'est un trou noir. En fait, il y a rien du tout. Et ce qui est très intéressant, c'est que Orwell n'était pas vraiment un romancier naturel. C'est-à-dire, c'était quelqu'un, il écrivait plutôt des récits, il décrivait ce qu'il y avait autour de lui. Mais son éditeur, je trouve qu'en prenant le choix, en l'obligeant de changer la réalité, d'inventer, l'a poussé un peu vers la fiction. Et un des auteurs préférés de George Orwell à cette époque, c'était Somerset Maugham. Et alors, je vous dis de suite, s'il vous plaît, faites savoir à tous les Français qu'on ne prononce pas le G. C'est Somerset Maugham, ok? C'est pas Maugham. Voilà, c'est tout. Et donc il y a une citation de Somerset Maugham que je trouve très très intéressante. Et j'ai l'impression que Orwell a pris ça comme voie à suivre. Voilà. Somerset Maugham a dit: le fait réel est un piètre conteur d'histoire. Le matériel qu'il offre est brouillon et sans intérêt. L'auteur doit lui-même le rendre cohérent, dramatique et probable. Et c'est très intéressant quand on l'applique à l'œuvre d'Orwell après, surtout à ses œuvres où il décrit la vie, que ce soit à Paris, que ce soit à Wigan, en Angleterre, que ce soit en Birmanie. Il a écrit sur la Birmanie plus tard dans sa vie. Et il faut dire que la plupart de l'œuvre de Orwell, c'est des essais, c'est des récits. Les romans, même si c'est pour ça qu'il est le plus connu, ne comptent que pour un petit pourcentage de son œuvre. Donc voilà, il prend la route, comme on a vu avec la carte précédente, pour Tilbury, Dunkirk. Et dans le livre qu'il a écrit sur Paris, il dit que à Paris, c'était un âge de génie négligé. Et que la phrase sur la plupart des lèvres était « quand je serai lancé ». En fait, il disait que tout le monde qu'il rencontrait était en train de devenir quelqu'un. Tout le monde était venu à Paris pour devenir peintre, pour devenir écrivain. C'était très attirant pour les écrivains anglo-saxons. Il y avait beaucoup d'Américains ici, et de Britanniques et d'Irlandais. Il y avait Joyce, Hemingway, Beckett était déjà là, Scott Fitzgerald, et bien d'autres. Et Orwell est venu parce qu'il lui manquait il a reconnu qu'il lui manquait d'expérience de vie. En fait, il savait très bien, il le savait très très bien. Et il avait même essayé d'écrire un roman avant de partir dans l'Angleterre. Et en relisant, il savait que c'était pas bien. Et il s'est dit, il fallait une expérience de vie, il fallait se pousser en dehors de ces zones de confort. Et bien sûr, Paris, à cette époque-là, c'était fascinant pour plusieurs raisons. C'était un peu le
point tournant, je trouve. Il y a plusieurs historiens qui disent que c'était le siècle, le 19e siècle, en quelque sorte, se termine pour de vrai en 29 avec le crash, le crack de Wall Street. Que la vie pour des gens, en gros, n'était pas si différente jusqu'à ce moment-là que qu'en fin du 19e siècle. L'année où Orwell arrive ici, il y a eu Lindbergh qui a traversé l'Atlantique, la BBC ont créé des images à la télé pour la première fois. Il y a eu le Zeppelin, il y a eu les premières cabines téléphoniques, il y a eu des frigos. C'était vraiment le début de ce que nous on reconnaît aujourd'hui comme étant le XXe siècle. Et donc il est arrivé, donc pour revenir à notre... Ah ben voilà. Il est arrivé à Paris, et il y avait sa tante qui habitait déjà à Paris. Il avait un point de chute dans le 14e, rue Corbera. Avenue Corbera, pardon, dans le 14e. Habitait sa tante avec un des fondateurs du Parti communiste en France, et le plus grand espérantiste, qui s'appelait Eugène Adam, qui est devenu un monsieur... Il a changé son nom après, il est devenu Lanty, parce qu'il était contre tout. Voilà, en gros. Donc Orwell est resté avec eux pendant 2 semaines, le temps de se trouver un logement. Et le logement, non, reviens en arrière, s'il te plaît. Le logement qu'il a trouvé, c'était là, qui est cerclé. C'était au bistrot tenu par les Ferrari, rue Pot de Fer, donc pas très loin d'ici. Voilà, un hôtel, pas un hôtel pour les touristes, c'était des hôtels garnis, je pense qu'ils appelaient ça à l'époque. Hôtel garni, c'était pour des ouvriers, voilà. Les murs étaient, je pense, cette épaisseur-là entre les chambres. C'était pas des conditions d'hygiène idéales. Et donc il y avait des Russes qui habitaient dedans, il y avait des Finlandais, des Chinois, des gens de partout dans le monde. Donc de suite, il est parti de l'Angleterre. Donc de suite, il trouve cette vie et ces expériences potentielles qu'il cherchait. Tu peux passer au prochain, s'il te plaît. Là, c'est juste donc là, c'est la rue, la place Contrescarpe. Donc la rue Pot de Fer est juste un tout petit peu à droite, là. Donc ça, c'était... je pense que cette photo date de 10 ans avant son arrivée, mais ça a dû ressembler à peu près à ça. Alors, une fois à Paris, Orwell ne suit pas la voie habituelle non plus. Comme il avait déjà fait en Angleterre, en faisant un peu sa propre idée de ce qu'il devait faire avec sa vie, il n'a pas suivi... S'il est venu à Paris parce qu'il voulait devenir écrivain, il n'a pas suivi la voie qu'ont fait les autres écrivains en arrivant à Paris. Les autres écrivains traînaient dans les cafés de Montparnasse. Ils traînaient dans les bistrots, ils échangeaient des idées, ils étaient à la closerie des Lilas, il y avait toute une clique qui chaque soir allait d'un bistrot à l'autre. Et ils se faisaient lire leurs manuscrits, et c'est comme ça qu'ils se faisaient des contacts, et qui montaient un peu, qui se faisaient connaître. Orwell, il n'a pas fait ça du tout. Il faut dire qu'il c'était pas quelqu'un de très sociable, je pense, en lisant et en lu beaucoup sur lui, que c'était pas quelqu'un de très... peut-être pas très, très sympa, voilà, c'est peut-être un peu fort, mais c'était un observateur, en fait. Ce qu'il aimait, c'était d'être en dehors de la situation et d'observer. C'est ça qui le rend si fort en tant qu'écrivain. Et donc son premier... je vous montre ça parce que dans cette édition-là, cette parution de Monde, qui était la revue de Henri Barbus, c'est là où est apparu le premier article publié de Eric Blair. Donc il n'était pas encore connu sous le nom de George Orwell. Donc il a écrit un article sur j'ai perdu le mot en français et en anglais, sur tout ce qui est... je vais revenir dessus. Donc un article dans Monde, et
Et c'est là, en fait, c'est là où commence mon histoire pour de vrai. Parce que pour trouver tout ce qu'avait fait Orwell à Paris, jusque-là, était déjà quelqu'un avait déjà écrit quelque part. Moi, j'ai pu lire plein de livres, j'ai pu prendre des informations à gauche et à droite. Ça a pris un peu plus longtemps pour trouver les vraies parutions comme ça, mais en gros, sa vie, pot de fer, rester chez sa tante, un premier article dans Monde, le fait qu'il est resté ici 18 mois, ça c'était déjà connu. Donc ce qui n'était pas connu, c'était les vraies identités des personnes avec qui il a traîné, et donc l'influence que ces personnes ont pu avoir sur lui pour la suite. Et les vraies adresses. Donc en fait, je vous ai montré avant rue Pot de Fer, 5 rue Pot de Fer. C'était connu qu'il a habité là. Mais il n'y a toujours pas de plaque aujourd'hui. Je suis déjà à la mairie je vais leur écrire une lettre. Il y a rien. La bibliothèque qui est rue Mouffetard ont même fait tout un exposé dans la vitrine de tous les écrivains qui ont habité dans le quartier. Et il n'y avait pas Orwell. Et donc, voilà, il arrive Pot de Fer, mais par exemple, on ne connaissait pas le nom de l'hôtel. En fait, l'hôtel s'appelait l'Hôtel des Bons Amis. Mais les biographes n'ont pas pu trouver le vrai nom, il fallait que je cherche longtemps dans les archives. Et ils s'étaient trompés sur le nom des propriétaires aussi. Donc c'était les Ferrari qui avaient des immigrés italiens qui tenaient un hôtel qui s'appelait l'hôtel des Bons Amis, dans le 5e rue Pot de Fer. Et donc ensuite, il a passé... Je peux revenir... Oh, non, merci. Il a passé beaucoup de temps à écrire à Paris. Et il y a un grand trou noir qui reste. Et c'est il a passé 18 mois, mais franchement, la première année, on ne sait pas ce qu'il a fait. On peut supposer on sait qu'il a écrit 2 romans pendant qu'il était ici. Et qu'avant de partir, il les a brûlés. C'est tout ce qu'on sait. Voilà. Il était vraiment pas content avec ce qu'il avait écrit. Il les a brûlés. Il est reparti en Angleterre qu'avec son journal, avec toutes les notes de sa vie parisienne. Il est parti qu'avec la partie autobiographique. Mais on sait qu'il avait tenté d'écrire des romans un peu dans le style de D.H. Lawrence ou de Somerset Maugham, des écrivains qu'il aimait beaucoup. Et donc, pendant 1 an, il traîne dans des cafés, il a assez d'argent, il avait économisé assez d'argent de son salaire en Birmanie pour tenir. Après 1 an, il y a une histoire avec une prostituée qui passe la nuit chez lui et qui part avec tout son argent. Ça, il n'a pas raconté à ses parents, mais on a trouvé une correspondance à un ami plus tard. Il dit que c'est un Italien dans l'immeuble qui lui a tout volé, mais c'est pas le cas. Mais il fallait une histoire acceptable pour raconter à ses parents. Et donc, là, il lui reste plus rien. Il lui reste 3 semaines de loyer qu'il avait dans sa poche. Et il faut qu'il trouve du travail. Et très rapidement. Le problème, c'est qu'il a passé 1 an, il ne pensait pas devoir trouver du travail à Paris. Donc là, tout d'un coup, il ne peut plus aller dans des petits bouillons, dans les petits restos, là où il traînait avant. Il peut quasiment plus acheter de café, de clopes, tout ça. Et là, il se souvient qu'il avait rencontré quelqu'un, une rencontre primordiale. Donc là, on est en août 1929. Il est déjà là depuis le mois de juin 28. Et il s'est passé en mars 1928, il a eu la grippe. Et il était assez malade pour descendre la rue Mouffetard, ou plutôt dans l'autre direction, aller vers Montparnasse et aller à l'hôpital Cochin. Il a passé 2 semaines à l'hôpital Cochin pour se faire soigner. Il a écrit ça beaucoup plus tard, dans un essai qui s'appelle « Comment meurent les pauvres ». Et
dans cet hôpital, dans le livre qu'il a écrit, dans la Dèche à Paris et Londres, il nous dit qu'il a rencontré un Russe, un ancien capitaine russe qui s'appelait Boris, qui était là pour se faire soigner d'une arthrite au genou gauche. C'est tout ce qu'il nous dit. Et il dit qu'il s'appelait Boris. Et donc il se souvient de ce Boris, et il se souvient que Boris lui avait donné son adresse à Paris, dans le Marais. Et donc là, il n'a pas de réseau à Paris. Il n'a pas vraiment d'amis, il faut qu'il trouve du travail. Donc il se dit, je vais aller trouver Boris, il m'avait parlé de restaurants russes, de travail facile dans des hôtels à Paris. Et donc il va trouver Boris. Malheureusement, il trouve Boris. Il trouve Boris au lit, dans un état absolument minable. Il n'a pas de boulot. Il partage sa chambre avec quelqu'un d'autre. Ils font 8 heures chacun dans le lit. Et donc c'est à ce moment-là il commence à s'entraider. Et Boris lui fait rentrer dans le monde de la communauté russe, parce que c'est là où il a les contacts. Donc déjà, et pour trouver tout ça, moi je savais que le quartier russe, la petite Russie, était dans le 15e arrondissement, dans le quartier de Grenelle. Et pour trouver le restaurant, parce que Orwell, dans son livre, nous dit que le restaurant, c'est rue du Commerce. Alors, mais Orwell, rappelez-vous qu'Orwell a changé toutes les adresses dans le livre, et chaque fois, il a pris un malin plaisir des codes, en quelque sorte. Et il a joué avec... Il y avait des jeux de mots dans la façon dont il a changé le nom des hôtels, le nom des restaurants, le nom des rues. Donc pour les trouver, c'était comme a dit André, c'était un travail de Sherlock Holmes, et ça m'a pris des années. Et donc c'était pas la rue du Commerce, c'était un rue perpendiculaire, c'était la rue Fondary. Mais avant de tomber là-dessus, j'ai passé des mois et des mois dans les archives de Paris, et j'avais des listes. Malheureusement, j'avais pris une photo de mon cahier avec tous les hôtels russes de Paris. Et je suis allé assez loin, parfois, dans mes recherches. Et parfois, j'ai perdu des semaines entières. J'étais absolument convaincu que Francine Coquin était la propriétaire du restaurant, là où avait travaillé Orwell. Mais c'était pas le cas. En fait, dans le livre, Orwell nous dit que le restaurant là où il a travaillé, c'était tenu par une Française qui s'était mariée avec un ex-colonel russe. Et donc, moi, dans les archives, je cherchais désespérément des liens avec la Russie. Alors, elle avait un restaurant dans la rue du Commerce, et j'ai trouvé plein de choses très, très intéressantes sur elle, assez pour écrire un autre livre, en fait. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que c'était une fausse piste. Donc c'était juste pour vous montrer, c'était l'occasion ce soir pour vous montrer un peu les fausses pistes aussi. Donc il y avait des pièces manquantes dans le puzzle, et tout a commencé à aller mieux pour moi le moment où je suis allé voir l'association historique du 15e arrondissement, à la mairie du 15e. Et donc ils ont gentiment écouté mon histoire et ce que je cherchais. Et ils m'ont dit, il faut absolument que vous appelez Dimitri Vichnet. Et donc, je dis d'accord. Et donc, ils ont donné mon numéro à Dimitri. Un monsieur qui avait 91 ans, je pense. Voilà. Un monsieur absolument très très gentil, fascinant, passionné par plusieurs choses, dont la musique aussi. Il avait été journaliste aussi dans des musiques blues, jazz, donc on a pu discuter de beaucoup de choses. Et lui aussi, c'était un hasard que lui aussi avait essayé de trouver, ça l'avait passionné aussi, l'idée de trouver ce restaurant d'où avait travaillé Orwell. Plusieurs personnes ont essayé de le trouver. Et donc il avait fait ses recherches, et il avait même écrit des articles pour l'association historique du 15e, mais il n'a pas pu trouver.
Et donc, comme moi, il s'est heurté contre ce qui paraissait comme l'impossibilité de cette tâche. Et donc, on a cherché un peu ensemble, on a fouillé, et une fois toutes les 2 semaines, je passais chez Dimitri, dans le 15e. Je lui montrais, comme j'avais avancé. Il me demandait aussi, il me disait, alors, Monsieur Holmes, comment ça avance? Je lui présentais tout ce que j'avais trouvé dans les archives, et on essayait de voir plus clair. Et à un moment donné, il m'a dit, mais on n'arriverait pas à avancer plus, il faut absolument que vous allez voir Andrei. Et c'est à ce moment-là que rentre M. Korliakov dans l'histoire. Et voilà, parce que Andrei, c'est les livres que vous pouvez regarder après, c'est des collections absolument extraordinaires, et c'est les seuls où il y a toute la vie de cette communauté russe représentée, de cette époque-là. Alors, en parlant à Andrei, que j'ai rencontré pour la première fois ici, dans le magasin, donc on a fini par faire la boucle, on savait que quelque part dans le livre, surtout dans le livre qui raconte le voyage du corps expéditionnaire russe, qui sont venus de la Russie pour se battre sur le front ouest, avec les Alliés, dans la Première Guerre mondiale, dans les photos qu'il avait des officiers, normalement, il y aura une photo du capitaine russe qui a traîné avec Orwell. Jamais je pensais que j'allais pouvoir trouver une photo de ce monsieur-là. C'était déjà, comment est-ce que j'allais trouver son vrai nom? Ça allait être très très dur. J'ai fini par trouver son vrai nom parce que je suis allé aux archives médicales et j'ai trouvé le registre où Eric Arthur Blair s'était inscrit à l'hôpital quand il était là avec la grippe. Et donc j'ai commencé à regarder dans toute cette année-là, en fait c'est les mois autour, toutes les Russes qui étaient à l'hôpital. Et il y en avait beaucoup. Et donc en regardant toutes les Russes, je savais qu'il fallait que ce soit quelqu'un à peu près d'avoir la trentaine d'années, de préférence qui avait marqué son métier comme étant maître d'hôtel, ou qui travaillait dans la restauration en tout cas, et surtout qui était là pour se faire traiter d'une arthrite. Et j'ai fait l'erreur de ne pas chercher directement sur la même page de là où il y avait marqué Eric Blair. Donc j'ai passé beaucoup de temps à feuilleter dans le mois d'avant, dans le mois d'après, et finalement, en fait, il est à 2 lignes. Les deux se sont rencontrés, sans doute, en faisant la queue pour s'enregistrer à l'hôpital. Donc on avait le nom du capitaine russe, donc, qui s'appelait Anatole Kuper. Il ne s'appelait pas Boris du tout. Anatole Kuper. Et donc, maintenant, il fallait trouver une image de cet ex-capitaine russe. Et pour ça, on savait pertinemment qu'il y aura une photo dans le livre. Mais comment? Et c'est à ce moment-là que Andrei m'a mis en contact avec un historien belge, qui est spécialiste dans la communauté russe en Belgique, entre autres choses, et un monsieur qui s'appelle Wim Koudenis. Et lui, il m'a orienté vers les archives à Anvers, parce qu'il me dit qu'il y avait beaucoup de Russes qui s'étaient inscrits là-bas pour aller travailler en Belgique. Et je ne sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas, je trouve Andrei Kuper dans les archives à Anvers. Anvers, on prononce le S? Les deux. Les deux? Les deux, ça. Les deux, ok. Comme en anglais, c'est complètement différent, de toute façon. Et donc il y avait une demande de visa pour aller travailler en Belgique en 1923. Et sur la demande de visa, il y a une photo. Et avec cette photo, j'ai pu retourner voir Andrei, qui entre dans son système informatique absolument incroyable, et il fait tourner la machine à reconnaissance faciale, c'est ça? Donc, qui tourne longtemps, je pense qu'il y a pas mal de fumée qui sort, et voilà. Et
Et donc, il a fini par trouver, il y avait 2 photos du capitaine russe dans le livre. Et donc maintenant, on savait à quoi ressemblait le capitaine qui a traîné avec Orwell. Et grâce à André aussi, et sa collection extraordinaire, il avait moi j'avais beau chercher dans tous les quartiers autour pour essayer de trouver le restaurant russe. Mais le problème, c'est que même avec les archives de Paris, où il y a la liste de tous les établissements, que ce soit restaurants, épiceries, fruitiers, normalement, tout est là. Sauf que, bizarrement, et je ne sais vraiment pas si ce n'est pour des raisons d'éviter des impôts, il y a beaucoup de sociétés russes qui ne figurent pas dans la liste officielle. Et je ne sais toujours pas pour quelle raison, parce que je sais que ces listes-là ont été faites par des gens qui faisaient les rues, en long et en large, et ils n'avaient pas besoin de payer pour faire partie de ce registre-là. Donc en tout cas, si ça n'avait pas été pour la collection d'André, j'aurais jamais trouvé la fameuse auberge de la ferme, là où a travaillé Orwell en 1929. Donc le capitaine, l'importance du capitaine, pour revenir à lui, c'est que lui, il a été dans la Dèche quand il est arrivé à Paris. Parce que lui, il a travaillé à Biarritz en tant que serveur, mais après, il est venu à Paris travailler en tant que serveur aussi. Mais pendant certaines époques, certaines périodes, il n'avait pas de logement et pas de travail. Et donc, il s'est trouvé à dormir sous les ponts. Et ça, c'est intéressant parce que ça, en quelque sorte, quand Orwell le rencontre, le capitaine lui prête cet aspect d'être dans la Dèche, d'être qu'il a, à part vivre avec les vagabonds en Angleterre, à Paris, c'était pas du tout la vie de Orwell. Il connaissait ça. Si jamais il avait des soucis, il pouvait aller voir sa tante, qui était plutôt aisée dans le 12e. Il avait de l'argent de son salaire. Il a trouvé du travail dans un hôtel. Et d'ailleurs, le titre de son livre, Dans la Dèche, à Paris et à Londres, l'a pas mal gêné. Lui, il voulait appeler son livre Confession d'un plongeur. Il se voyait pas dans le mot dans la Dèche. Mais en arrivant, en traînant avec le capitaine, par association, le capitaine lui a prêté un peu cette image. Alors là, quelqu'un m'a parlé de Tribune tout à l'heure, c'est bon. Mais voilà, ça c'était sa carte, ça c'est beaucoup plus loin, donc on saute un peu dans les années. Là c'est juste avant qu'il publie La ferme des animaux, et hommage à la Catalogne, quand il travaillait pour Tribune à Londres, quand il était plus journaliste qu'écrivain, parce que sa carrière en tant qu'écrivain a explosé qu'à partir de La ferme des animaux. Alors, après ce long voyage, on va revenir à Orwell, qui a été et l'influence de ce capitaine russe est assez flagrant quand on pense aux 2 romans pour lesquels Orwell est les plus connu. C'est-à-dire en 1984, on sait aujourd'hui que Orwell a été très très influencé par un livre de Yevgeny Zamyatin qui s'appelait c'est nous en français, oui, c'est oui en anglais, donc c'est la même chose. Nous autres. Voilà. Il y a tellement de similarités entre les deux que c'est clair qu'il l'a lu, et très probablement en français, puisque c'était traduit en français, c'était disponible en français bien avant qu'il soit disponible en anglais. Et il y a d'autres... mais à part cette influence russe pour 1984, normalement, ces biographes ne parlent pas d'influence russe à part ça, dans son œuvre. Mais d'après ce que moi j'ai trouvé, moi je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses.
passer au prochain, s'il te plaît? Alors ça, c'est le... En fait, on va faire... j'ai fait les choses un peu à l'envers. Tu peux passer 3 en avant, s'il te plaît? Encore. 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 C'était plutôt 5. Okay. Alors, ça, c'est un livre qui vient juste de sortir, qui se vend par millions en ce moment, dans le monde anglo-saxon. En France, il est sorti il y a 2 semaines et s'appelle L'invisible Madame Orwell. Et j'ai un gros problème avec ce livre, comme tous les d'autres experts en Orwell. C'est parce que elle veut absolument, c'est une thèse, elle voulait montrer l'influence primordiale de sa femme sur ses œuvres. Jusqu'à dire que c'est elle qui a eu toutes les idées. Et le point central du livre, c'est que sa femme lui a donné l'idée pour La ferme des animaux, qui est le livre qui l'a rendu célèbre au début. Malheureusement, c'est pour Anna Fonda, qui est un excellent écrivain. Si jamais vous avez l'opportunité de lire Stasiland, c'est une merveille. Mais malheureusement, je trouve que c'était un livre... La Wifedom, c'était... elle a écrit... elle est allée trouver des choses pour prouver quelque chose qu'elle avait déjà en tête. C'était pas très journalistique comme approche. Et je vais vous montrer pourquoi. Tu peux revenir continue. Je pense que c'est celui-là. Je sais pas, un de plus. Non, c'est là. Ouais, voilà, c'est là. Donc, pour commencer, Orwell était influencé. Il y a une citation très clé dans La ferme des animaux qui, je ne le connais pas en français. En anglais, c'est All animals are equal, but some are more equal than others. C'est la même chose en français. C'est la même chose en français. Très bien. On va voir, c'est quelque chose de très intéressant. En 1930, tu peux passer. Donc, dans The Missing Muse de Philippe Guedela, qui a traduit, qui a fait une petite traduction d'un conte de fées russe. Voilà. Et donc, on avance une page. This appeared to gratify the good fairy, who believed that all fairies were equal before the law, but held strongly that some fairies were more equal than others. C'est la même chose. Et ça, c'est juste un tout petit exemple, parce que tu peux revenir au fait avancer, encore. Déjà, ça c'est la preuve la plus frappante. C'est Nikolai Kostomarov qui a écrit ce conte en 1874, qui a été traduit par Sophie Benesch dans les années 90, c'est ça, André? Oui. Et donc, voilà, c'est la révolte des animaux. C'est la même histoire. Orwell, comme tout bon écrivain, je ne veux pas dire qu'il a piqué l'idée, mais comme Shakespeare et bien d'autres, il s'est inspiré de plein de choses. Et l'idée l'histoire de Orwell dans La ferme des animaux va beaucoup plus loin. Là, c'est comme si il a pris l'histoire de Kostomarov et qui s'est dit bon, je vais faire la suite. En fait. Donc, et ça, c'était très. Le livre de Kostomarov n'était disponible quand Orwell était ici, n'était disponible qu'en russe. Voilà. Et le fait que Orwell était là pendant 18 mois et a traîné dans la communauté russe, moi je dis que c'est plus que probable que quelqu'un lui a raconté cette histoire. En plus, c'était publié dans un journal russe de l'époque, publié à Saint-Pétersbourg, je pense. Oui. Et disponible en France, en russe, et que les officiers russes avaient accès à ça. Donc c'était une transmission à voix orale, voilà. Et comme si c'était dans l'air un peu, il y a aussi en 1930, c'était quand Bunt de Władysław Reymond, en 1922,
Voilà. Et c'est un peu la même histoire que Kostomarov. C'est les animaux dans une ferme qui révoltent et qui virent le fermier. Hein, et là, c'était Raymond a fait exprès, le Polonais a fait exprès c'était une métaphore pour la révolution russe, comme la ferme des animaux était pour Orwell. Par contre, Kostomarov en 1874, voilà, ça a servi, son histoire a servi beaucoup plus tard. Mais tout ça pour dire que donc, si vous voyez des gens qui lisaient le livre qui vient de sortir, maintenant vous êtes au courant, vous pouvez leur dire que il manque certaines informations. Voilà. Faut dire que sa femme était une grande influence sur lui. Hein. C'est pas qu'elle a rien fait, c'était une intellectuelle, elle écrivait aussi. Mais elle raconte pas la bonne histoire, en fait. Et il manque beaucoup d'informations. Voilà. Je pense que je suis un peu à la fin de mon histoire. Comme je vous ai dit, ce soir j'ai voulu vous montrer un peu l'histoire autour, plutôt que ce qui est vraiment écrit dans le livre et ce que j'ai montré dans le livre. Donc juste une dernière chose avant de passer le micro à M. Gueuleton. Ce que j'ai trouvé fascinant et ce qui me manque aujourd'hui, en fait, quelqu'un m'avait demandé de l'aider dans les archives l'autre jour. Elle n'arrivait pas à comprendre le système. Je suis allé pour l'aider dans les archives. Et ça me manque beaucoup. J'ai passé tellement de temps dans les archives, j'avais même du mal à arrêter la phase recherche pour me mettre à l'écriture. C'était c'était comme une chasse au trésor. En arrivant le matin, je ne savais jamais ce que j'allais trouver. Et pendant que je cherchais sur le capitaine russe et sur Orwell, Andrei m'avait demandé de regarder si jamais il y avait deux noms qui passaient. Un, c'était le poète russe Gumilev. Je n'ai rien trouvé. Par contre, il m'avait demandé, et il m'a donné un autre nom, c'était Maslov. Je ne vais pas vous dire qui c'est pour l'instant. Ça, je vais laisser quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, j'ai trouvé deux choses. Et c'est intéressant parce que l'histoire se croise avec le capitaine russe avec lequel a traîné Orwell, parce qu'ils étaient dans la même brigade, ils étaient dans le même régiment, donc ils ont forcément fait la fête ensemble, sont sortis, ont fait la guerre ensemble. Et donc c'est quelqu'un très intéressant dans l'histoire. Vous allez voir pourquoi après. Il y a une histoire, l'autre document que j'ai trouvé sur Maslov, c'est quand ils ont fait la fête à Grand Hôtel d'Arcachon. Ça fait partie de ce qui est écrit dans mon livre. Et alors là, c'était sans doute un personnage, on ne sait pas exactement, mais on a tiré un peu la même conclusion, parce que là, on voit, l'armée ne fait pas tout un rapport et ne donne pas 15 jours d'arrêt de rigueur à un officier parce qu'il a emprunté une paire de jumelles. Voilà, c'est pas très logique. Voilà. Et donc, c'était juste pour pouvoir faire le lien avec le capitaine, c'était capitaine aussi. Qui donc Hein? Maslov. Oui. Maslov, Capitaine. Vadim, oui, capitaine aussi, oui, bien sûr. Voilà. Vadim. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Ah oui, s'il y a des questions. Vous l'avez peut-être dit au début, voilà, mais Orwell maîtrisait comment le français? Ah oui, Il écrivait en français ou... Oui, j'en parle dans le livre aussi. Il avait à Eton, son professeur de français était Aldous Huxley, l'écrivain. Oui. Donc en termes de, c'est très intéressant aussi vu les deux œuvres pour lesquelles ils sont les plus connus, qui sont quand même frères. Ouais, voilà. Donc lui, il lisait parfaitement. Il a fait beaucoup d'études en français. Je pense que son français parlé était pas génial, mais je pense qu'il devait parler très bien après ses 18 mois ici. Mais quand il est arrivé, c'était un français plutôt littéraire. Voilà. Mais
coup, il l'a rédigé en français, la ferme des animaux, ou en anglais? Pardon? Il l'a rédigé en anglais ou en français? La ferme des animaux? Oui. En anglais, oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Donc, vous avez le droit à un petit bonus si vous résistez encore quelques minutes. Je vais repartir de 2 ou 3 choses, si vous voulez bien, qui ont été dites par Duncan. Puis je reviendrai in fine sur Maslow, mais je serai assez bref. Ne vous inquiétez pas. Bon, d'abord, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dans le livre. Je l'ai lu aussi avec un plaisir infini. Et ce capitaine Anatole Cooper m'a posé un problème quand même. Et ça, je n'en ai pas encore parlé avec Duncan. Je me suis dit, un Russe qui s'appelle Cooper, c'est intéressant. Et si vous avez vu une des images qui nous était présentée tout à l'heure, on voyait d'autres noms d'officiers russes. Je les cite, Schönberg et Greenfeld. Et en fait, ce régiment-là, quand on voit la carte de la Russie que nous a montré tout à l'heure Duncan, ce régiment, le 2e régiment spécial, vient de la région de Samara. Samara, Volga, russe de la Volga. Donc Cooper, en russe, devrait s'appeler le capitaine Mied, je crois le cuivre c'est Mied, et en français le capitaine Tissandier, en fait. Donc ce sont certainement des Allemands de la Volga. Est-ce que ça explique leur comportement un peu surprenant quand ils sont en France? Pourquoi pas? Voilà, disons que c'est une hypothèse que je vous livre. L'autre point que je voulais dire, parce que j'ai un petit peu travaillé la question de la déportation, il faut employer le terme tel qu'il est compris en 1918 et pas tel qu'il l'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, des Russes en Algérie. Il y en a eu plus de 8000 quand même qui ont été envoyés en Algérie et qui y ont séjourné du mois de février 1918 jusqu'à ce qu'il y ait soit une dilution naturelle de leur présence, mais c'était assez difficile parce que l'Algérie, il faut traverser la Méditerranée pour aller ailleurs quand même, soit qu'ils soient rapatriés, soit en direction de la France, soit en direction de la Russie, dans différents endroits, soit par la mer Noire, soit même parfois en repartant par le Pacifique et par la Sibérie. Ce qui est amusant, je pense que tout le monde le sait, mais je vais revenir en quelques mots là-dessus, c'est que Maslow a eu comme amoureuse, a eu une liaison amoureuse très forte en 1916-1917 avec Mata Hari, en fait. Et c'est ça la chose. Non, je vais puisque je vois plusieurs personnes qui disent ah bon, donc je vais vous en dire un petit peu plus. Maslow, à ce moment, alors cette première photo, je la décris quand même parce que Mata Hari, je ne veux pas faire un propos très structuré, est fusillé en octobre 1917. Dans le chantier de Vincennes. Pas dans les douves, dans le chantier de Vincennes. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'un document qui apparaît, je ne sais pas comment je tiens mon bout, c'est moi qui résonne, ça va, c'est moi. Non, reviens sur la photo précédente pour l'instant. Ce qui est assez intéressant quand on voit dans le livre, en le lisant, un des documents qui parle d'une punition qui est infligée à Maslow parce qu'ils ont dansé, ils ont bu, etc. à Arcachon dans un bar et que l'autorité militaire est intervenue pour qu'il soit puni et tout. Maslow, amoureux de Mata Hari, est puni pour, je veux dire, excès de boisson et faire la fiesta à Arcachon à la mi-septembre 1917, sachant que Mata Hari est fusillé le 16 octobre 1917. Donc, sa liaison amoureuse, dirons-nous, avait la limite, avait certainement des limites. Et souvent, Mata Hari, quand on la voit sur la photo de gauche, elle était née en 1876, Mata Hari. Et lorsqu'elle est recrutée réellement par les Allemands, c'est la photo du centre, comme agent secret, dirait-on. Elle est réellement recrutée, elle porte son nom, son matricule même dans les services de renseignement allemands, c'est H21. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'elle se laisse recruter? Parce que, eh bien, étant née en 1876, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, elle n'est plus, pour les femmes de l'époque,
très jeune, en définitive, dans l'espérance de vie des mondaines qui vivaient à Paris à ce moment-là. Donc elle se dit que la vie mondaine qu'elle a pu avoir à Paris, en se faisant largement payer par de riches industriels, musée Guimet, etc., eh bien elle va faire la même chose avec les militaires. Et elle s'acoquine avec des Allemands qui la recrutent pour de vrai, en lui disant, vous allez faire ce qu'on appelle dans les services de renseignement, du renseignement d'ambiance. Vous n'allez pas, vous, Madame Zeller, qui est son vrai nom, nous dire ce qui se passe dans le bureau de Clémenceau ou de Foch ou de Pétain. Mais dites-nous comment ça se passe dans les salons, dans les hôtels, à Paris, etc. Mais à ce moment-là, Matahari, qui est tombée amoureuse de Maslow, et Maslow, qui est blessé, se trouve dans un hôpital militaire à Vittel. Elle a besoin, pour aller à Vittel, qui est dans la zone des armées, d'une autorisation spéciale qui est distribuée par le contre-espionnage français, qui est commandé par un capitaine qui s'appelle le capitaine Ladoux. Et Ladoux, qui sait beaucoup de choses, sait que Matahari est susceptible de travailler pour les Allemands. Donc il lui fait comprendre qu'elle a tiré une très mauvaise carte et que maintenant, il faut qu'elle travaille pour les Français, agent double. Mais à la différence des Allemands, les Français ne la payent pas, les Allemands lui donnent pas mal d'argent, et ne l'immatriculent pas, donc elle ne devient jamais agent français, mais elle est tenue par les Français, en fait. Donc, tenue par les Français, elle part quand même à Vittel, elle a sa vie amoureuse avec Maslow, et les Français lui disent, bon, allez voir un peu comment ça se passe en Espagne, qui n'est pas en guerre, donc qui est une plaque tournante de tous les services de renseignement pendant la Première Guerre mondiale. Et là, les Allemands se rendent compte qu'ils ne pourront rien tirer d'intéressant de cette femme. Donc, comment l'utiliser pour en tirer quelque chose d'intéressant? Et les Allemands se disent, là, on est au printemps de 1917, il y a eu l'échec des offensives Nivelle, dans laquelle beaucoup des Russes qui étaient dans les brigades sont morts en Champagne, etc. Il y a les premières révoltes au mois de juin dans l'armée française, et les Allemands se disent, on va, passez-moi l'expression, refiler Matahari aux Français pour que ça soit un petit caillou en plus dans leurs chaussures. Et comment vont-ils faire pour que les Français capturent Matahari? Le service de renseignement allemand qui est en Espagne va adresser à Berlin un compte-rendu dans lequel on parle de l'agent H21 en parlant au féminin. Un agent, c'est un masculin en France. On en parle au féminin et on donne un certain nombre d'indices qui permettent d'identifier Margaret Zeller en utilisant un chiffre diplomatique dont les Allemands savent que les Français le déchiffrent. Donc, les documents arrivent, les Français déchiffrent, on se dit, bon, ça y est, hop, on la prend. Et là, qu'en faire? Et c'est ce que voulaient un peu les Allemands, c'est embêter les Français, parce que la position d'une femme qui a un passeport d'un pays neutre, elle est hollandaise. Dans la société française, c'est compliqué quand même. Mais là, Clémenceau et le pouvoir exécutif français vont inverser la donne et vont sacrifier, en fait, Matahari. Ils savent très bien qu'elle n'a volé aucun secret. Mais dans cette période difficile politiquement pour les Français, on va décider de l'exécuter pour une raison simple. En exécutant dans Palais-Fossé, enfin dans le champ de tir de Vincennes, une femme, on montre aussi au monde extérieur que la France ira jusqu'au bout dans la guerre, puisque même une femme, on l'exécute devant un peloton d'exécution, en fait. Voilà. Et donc la légende va naître, et quand Duncan écrit dans le livre, je cherche l'expression exacte, le Matahari de triste mémoire, si on le lit en français au premier degré, on peut dire, bon, c'était une femme pas recommandable, on s'allait de triste mémoire. On peut en faire une autre lecture, et c'est celle que je fais pour connaître un petit peu Matahari, c'est qu'en fait, c'est une femme qui a eu un triste sort, en fait, et qui ne méritait certainement pas d'être fusillée. Néanmoins, à partir de ce moment-là, oui, reste sur celle-là si tu veux bien, toute la vie de Matahari va être instrumentalisée. Et là, on voit sur la photo de droite qui est prise à la fin de 1916, probablement
donc Maslow, qui a été blessé à l'œil avec Mata Hari, et un peu plus tard, le premier grand film qui est fait avec Greta Garbo et Barrymore dans le rôle de Mata Hari et du capitaine Maslow. Voilà, tout ce qu'on peut dire sur eux. Là, on voit, avant qu'il ne soit blessé, Maslow qui a été décoré de la croix de Saint-Georges. Et tu avais une autre photo, André, tu as dit non, que je vais découvrir, parce que je ne la connais pas. Voilà, bon, ça c'est à peu près la même, c'était une nouvelle fois avant sa blessure. Et ce qui est amusant, reviens sur le papier, sur le grand papier, là, tout simplement, vas-y, sur la suivante. Il est à droite. Il est où, là? À droite. Complètement à droite. Complètement à droite. Et au centre, c'est Lobitsky ou pas? Non, c'est le front à Russie. Ah d'accord, ok. Donc voilà, je terminerai par un petit point sur un sujet, toujours sur cette communauté russe, mais sur un sujet différent, puis si vous avez une fois des questions à nous deux, on y répondra. Si vous voulez, on focalise beaucoup sur la communauté russe qui reste en France, issue des 40 000 soldats des brigades. On focalise beaucoup sur la communauté russe qui se crée à la fin de la guerre civile, donc à partir de novembre 1920 et l'évacuation de Constantinople. On néglige parfois un peu l'importance de cette communauté russe qui arrive en France entre la fin du 19e, à partir de l'Alliance 1893 et la Première Guerre mondiale, qui fait que, peut-être vous savez, moi ça m'a amusé le jour où je m'en suis rendu compte, que le plus grand bureau de l'Okhrana hors de l'Empire avant la Première Guerre mondiale, c'est le bureau de Paris quand même. C'est le plus gros bureau. Et puis il y en a une d'immigration qui est totalement inconnue, je vous le garantis, sauf si vous me contredisez. Si je suis contredit, j'en serais heureux. Et qui n'est pas identifiable dans les archives, c'est l'immigration de ce que j'appelle le 11 novembre 1918. Le premier point de la Convention d'armistice de 1918 est l'imposition faite aux Allemands de libérer tous les prisonniers de guerre alliés. Les bolcheviks ont pris le pouvoir. Et les Allemands, vous voulez tous les prisonniers de guerre alliés. Et le nord de la France était peuplé dans l'arrière-front par énormément de prisonniers de guerre russes qui servaient à des travaux d'entretien des tranchées, etc., etc. On trouve dans le nord de la France, dans les cimetières, de nombreuses tombes de ces prisonniers. Du jour au lendemain, les Allemands ouvrent les portes des camps de prisonniers qu'ils avaient en Belgique et dans le nord de la France en disant « Messieurs, maintenant, passez-moi l'expression familière en allemand, démerden Sie sich ». Et donc, arrive en France un nombre totalement inconnu, absolument pas maîtrisé, de prisonniers qui avaient combattu sur le front de Prusse orientale, en Ukraine ou ailleurs, que les Allemands avaient utilisé pendant toute la guerre, et qui s'ajoutent aux autres moments de la création de cette vaste communauté russe sur le sol français. Voilà, je n'en dis pas plus, et puis s'il y a des questions aussi, comme on dit, voilà. Maslow, il devait être particulièrement surveillé par sa hiérarchie, quand même, vu qu'il avait une liaison avec Mata Hari, quand même, ça devait être... Non, parce en tant que combattant, peut-être. Non, voilà, parce que à partir du moment où les brigades russes sont retirées du front, ça devient quelque chose de totalement non maîtrisé. Si vous voulez. Lorsqu'il y a l'affaire de la Courtine, je pense que presque tout le monde ici doit connaître l'affaire de la Courtine, les Français ne veulent pas régler le problème de la Courtine. Ils s'adressent à ce moment-là au gouvernement provisoire en disant, et on a des lettres de Foch adressées au gouvernement Kerensky, etc. On fait quoi maintenant? On fait quoi? Ce sont vos soldats, ce ne sont pas les nôtres. Et le gouvernement provisoire dit, faites-en ce que vous voulez, en fait. Et les Français, contrairement à ce que racontent parfois des gens qui, bon, c'est leur problème, vont traiter le problème avec extrêmement
de calme et de gentillesse, en fait. Parce que lorsque la rébellion de la Courtine va être réglée, les Français vont commencer par tirer sur les rebelles, mais avec des obus d'exercice. Pendant 48 heures, en leur disant, attendez, voilà, on tire avec des obus d'exercice, déposez les armes, on s'occupe de vous, et si demain vous n'avez pas rendu les armes, là on va être un peu plus méchant. Et il va y avoir, dans la réduction de cette rébellion qui comptait plusieurs milliers d'hommes, je crois que c'est 17 ou 18 morts. C'est-à-dire, passez-moi l'expression, rien. Sur le front français, le nombre de morts par jour, rien que pour l'armée française, c'est entre 900 et 1000 selon les jours, hein, en moyenne. Donc 18 morts pour réduire une rébellion, bon, et la majorité des morts, ce sont des combats entre Russes. Voilà, en plus, bon, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des œuvres qui racontent cette histoire, pas de cette façon, Non, du tout, notamment un. Oui. Oui. Les Mutins de la Courtine de Rémi Je vous Adam. rappelle, Exactement. C'est un très mauvais livre. Je l'ai lu parce que je devais. La photo avec Anatole, il est là. Oui, le voilà. Il est là. Ouais. Il est Monsieur derrière. Cooper, il est là. Et on l'a repéré. Parce qu'il a la Cannes a canne. trouvé qu'il Mais c'est avait, ouvert là. Si tu veux. oui, il avait une canne, il portait une canne, et donc sur une autre photo, justement, il a repéré la canne. Voilà. L'officier assez corpulent, grand. Oui. Et ici, sur cette photo, il est plus grand que les autres. Tout à fait, tout à fait. Et là-dedans, il y a la photo des archives à Anvers aussi. Ouais. Et juste, Oui. et est-ce que je me trompe, Matahari, on l'a attrapée quand elle, c'était pas en traversant la frontière pour rejoindre Maslov? Oui, non. Elle revient. Matahari a été. Alors, les conditions exactes, je ne les ai plus en tête, mais elle quitte l'Espagne Oui. et elle doit se rendre, je ne sais plus, c'est aux Pays-Bas. Et là, elle est interceptée par les Français, les Britanniques ayant joué un certain jeu aussi dans l'affaire. Enfin, Donc je rien à n'ai voir plus- avec Maslov. Non, pour son arrestation. Non, Maslov est important dans son arrestation dans la mesure où c'est elle, en fait, par amour, qui va être obligée de prendre contact avec le contre-espionnage français pour être autorisée à aller dans la zone des armées. D'accord. Et là, les Français vont l'identifier, puis ils vont la pister, puis pomme, terminé. En fait. D'accord. Ok. S'il a d'autres questions. Oui, sur Orwell, est-ce qu'il n'a pas rencontré des Russes aussi durant la guerre d'Espagne? Il faudrait le relire sous ce prisme-là. La guerre d'Espagne. Que sûrement. Sûrement. Il a eu de gros problèmes avec tout son œuvre en 1984, la ferme des animaux et tout ça, le problème qu'il a eu avec les bolcheviks, le début, c'est quand même son expérience en Espagne et avec la façon dont ils ont été abandonnés par les communistes, au fait, finalement. Abandonné, c'est un mot assez doux. Voilà. C'est vous qui le dites, oui. C'était plus les Russes, c'était plutôt les agents soviétiques Oui. qui s'en débarrassaient. Tout à fait. Et Orwell s'est échappé de très peu. C'est sa femme, justement, vous avez vu la petite photo tout à l'heure, qui est venue le chercher, et ils ont pu traverser la frontière, mais une heure plus tard, Orwell passait. Hein. C'était assez chaud. Et sinon, les gens avec lesquels il s'est lié en Espagne, ils étaient allemands et hollandais. Notamment, il y a un capitaine avec lequel il était très ami, qui était britannique-hollandais. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est Kopp, K-O-P-P, et son arrière-petit-fils est maintenant président de la société d'Orwell à Londres. Donc il y a tout un... Voilà.